radio libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Quelle voix? Sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la combien? La 143. KT3, c'était un 8. Formidable, du 6 mars 2012. Le fond de l'air est un peu frais, on se croirait plutôt au mois de novembre, mais enfin bon. Avec Pic et Coup à la régie. Bonjour. Bonjour, cher ami. Jean Minreau, notre histoire noire de la... Pas histoire, hein. Non, c'est pas histoire, c'est hussard noir de la République. Salut à tous. Et Shlomo qui va vous causer dans l'oreille de ce foutu artiste dans la société. Qu'est-ce qu'il y fabrique? Pas grand-chose. L'artiste en dehors de ceci où il squatte la plupart du temps. L'artiste et l'engagement politique qui est à ce jour d'aujourd'hui, je veux dire, ça le gave un maximum. L'artiste et la religion, il va faire quelques patères et quelques nostères dans les églises de la périphérie. L'artiste et la science, oulala, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? L'artiste et l'autorité, alors là, on pousse tous un cri unanime, l'autorité, on l'emmerde. L'artiste et la science, pour certains, c'est un peu le yin et le yang. Oui. Ah non, sérieux, oui, bon Jean, oui. Sérieux. Je crois qu'on a déjà développé ça dans certaines de nos émissions. Au moins une, en tout cas. Oh oui. J'ai souvenir. Aujourd'hui, le thème, c'est hermétique de l'art. Donc, il va être hermétique. Il va être question d'art contemporain. Ouais. Et de certains symboles de l'art contemporain. Bon, le plus récent date quand même des années 94 ou 95. Mais bon, c'est encore considéré comme de l'art contemporain, et il sera question aussi des phénomènes des réactions en fait du public, de ce qu'on appelle communément le grand public vis-à-vis de ces installations. C'est-à-dire le prurite du grand public vis-à-vis de ces installations. Mais pas que du grand public d'ailleurs, dans le microcosme aussi, ça suscite des réactions violentes. Ça suscite parfois comme on va le voir, ça a suscité parfois des réactions assez violentes. Ouais. Des fois, on peut considérer que c'est mérité, d'autres fois moins, disons. Ouais, tout à fait. Et ça sera l'occasion d'en causer justement. Voilà. C'était Annabelle Buffet qui interprétait J'en ai assez. Annabelle Buffet, la compagne donc de Bernard Buffet, décédé en 1999 avec un sac scotch autour de la tête, un sac sur lequel était écrit Bernard Buffet, c'était un sac de la galerie de Garnier. Voilà. Mais normalement, c'est notre Jean qui parle de ce genre de phénomène. Mais là, je suis allé voir au MAM, là, au Musée d'Art Moderne, à Chaillot, une donation des enfants Buffet de 3 œuvres et une aussi du couple Garnier sur Buffet. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler très brièvement ce matin, parce que ça a un lien avec les institutions. Vous savez, ces institutions, ce ministère de la Culture qui décide si vous êtes un artiste ou pas, suivant des critères complètement
inconnu de la plupart d'entre nous. Mais le départ de ce ministère de la Culture, c'est André Malraux, que ici je pourrais qualifier de vieux con. Malgré tout ce qu'il a représenté pour beaucoup de gens, mais là pour le coup, c'est vraiment le vieux con. C'est lui qui est à l'initiative des maisons de la culture qui étaient censées être faites pour les gens on va dire du peuple, mais pour nous quoi. Voilà. Alors qu'en fait ils sont devenus l'objet avec des complètement tarabiscotés, c'est devenu des maisons pour l'élite quoi. Et puis comme le TNP d'ailleurs. À Chaillot, qui aussi était fait pour, on appelait le théâtre populaire, qui est devenu un théâtre parfait. C'est pas complètement de sa faute, quand même. Non, c'est pas complètement de sa faute. Mais bon, en tout cas, pour Buffet, oui, là, il a une grosse responsabilité, puisque il s'était mis dans sa petite tête de Piaf, le père Malraux, que il fallait promouvoir l'art abstrait. Il était à Donf pour l'abstraction lyrique, pour Artouille et compagnie. Et donc Buffet le gênait, puisque Buffet était à cette époque-là un très jeune artiste, mais déjà très très connu, très populaire, mais figuratif. Et ça empêchait, du point de vue de Malraux, l'établissement de l'art abstrait. Et donc il l'a complètement ostracisé, et ça continue. Ça continue puisque apparemment les rigolos du ministère de la Culture, comme c'est Malraux, ça doit être là-bas, ça doit être la Sainte Vierge ou quelque chose comme ça. Buffet pendant 50 ans a été complètement viré des cimaises officielles, pas de biennale, pas de rétrospective. Et pas de musée, parce qu'il y a une collection, justement Garnier, son galériste, qui l'a supporté pendant presque 60 ans, a une énorme collection de Buffet, et les enfants de Buffet sont prêts aussi à faire un don pour ouvrir un musée Bernard Buffet en France. Mais il y a eu des tentatives à Albi, etc. Seulement, les financeurs habituels institutionnels refusent de participer à ces projets. Donc voilà, c'est dans. Alors tout ça pour vous dire que quand l'État se mêle de décider, et Jean tout à l'heure avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ça. Vous en aurez encore une démonstration, je suppose. Quand l'État se mêle de ces choses de l'art, ça conduit à une espèce de je sais pas comment appeler ça, de dérive autoritaire qui choisit les bons, qui choisit les mauvais. Et voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas Buffet, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'intrusion de l'institution dans la création artistique. Mais je pense qu'on t'a très bien compris, Robert. Tu vois, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Non, sérieux. Deuxième petite chose, parce que bon, je veux pas m'éterniser non plus. Alors, Buffet est actuellement visible à la galerie Garnier, qui est avenue Matignon jusqu'au 31 mars. Il y a une expo. Et puis, une autre petite chose, un film qui vient de sortir qui s'appelle Mémoire d'ouvrier. Alors là, on est plus dans la mini-tube de Luminance. Mémoire d'ouvrier de Gilles Perret, qui passe dans un petit ciné, là, vous savez, Place Saint-Michel. Je connais pas, je me souviens plus du nom. Peut-être que Piquet-Cou s'en souvient. Oui, c'est l'Espace Saint-Michel. L'Espace Saint-Michel, voilà. Un film extraordinaire, vraiment, qui met les... Non, mais on a vu des gens pleurer. Moi-même, j'étais un petit peu mouillé, mais enfin, mon visage, pas même. Et qui retrace pratiquement un siècle de vie ouvrière depuis 1904, avec la fusillade de ce petite ville de Cluse, où des patrons, enfin le père et les fils, il avait 3 ou 4 fils, se sont mis à tirer sur des ouvriers qui manifestaient devant l'usine pour des questions de salaire, etc. Enfin bref, et il y a eu des morts, il y a eu 3 morts, il y a eu pas mal de blessés. Voilà, c'est à l'époque où le patronat militant se permettait de tirer à bout portant au fusil de chasse sur les manifestants, sur leurs ouvriers. Voilà. Ouais, était moins hypocrite qu'aujourd'hui, remarque, tu me dis. Oui, mais seulement il y a dans ce petit film, il y a un ouvrier qui alors ils étaient bons ces ouvriers, mais franchement, il y en avait, on leur foutait un costume 3 pièces, ils n'auraient pas du tout pensé que c'était des ouvriers, quoi, tu vois. Là, on pouvait pas le louper parce qu'ils étaient en bleu, etc. Et des mecs avec une parole simple, tu vois. C'était pas des bourgeois infiltrés, au moins. Non, on aurait pu le penser. On aurait vraiment pu le penser. Mais il y en a un qui disait, justement, qui se reprochait, si tu veux, lui, qui avait travaillé sur les barrages, là, dans les Alpes, tu sais, pour après la guerre, quoi, l'électrification. Je me mélange à l'écraillon, excusez-moi. Et qui disait oui, on a peut-être été trop
on a peut-être trop gâté nos enfants parce que ils ne sont pas mis, on les a pas mis en garde contre justement le patronat qui, par contre, lui, n'a jamais oublié ses objectifs, qui étaient de nous bouffer tout cru, quoi. Et nous, on a un peu oublié tout ça. Résultat, on revient à la case départ en ce moment. Voilà. Alors si vous avez envie de pleurer surtout, et puis d'éprouver aussi un vrai sentiment de révolte, que vous soyez ouvrier, bourgeois, peu importe, si vous avez un cœur, et il faut quand même rappeler qu'en France, il y a presque entre 7 et 10 millions d'ouvriers, qui représentent seulement 2% dans la communication qui est faite à propos des différentes classes sociales qui existent en France. Eux, ils occupent 2% des médias, et il y a même pas 1% de députés à l'Assemblée nationale, au Parlement, quoi, qui représentent la classe ouvrière. Voilà. Et j'avais un troisième truc, je me souviens plus. Pardon. Nathalie. Ah oui, et deux petits mots, parce que il y a mon Jean qui trépigne, il me fout des Ah non, sur pas la du table, tout, non, non. Je vais encore avoir les Non, jambes. non, pas du tout. Si vous allez à l'espace Saint-Michel avec une lampe de poche, Oui. vous pourrez facilement retrouver la place de Robert. Hein. C'est là où il y a une flaque avec de l'eau salée. Voilà, mais j'ai pas fait pipi dans ma culotte, hein, non. Non, de l'eau salée. De l'eau salée, oui, De l'eau voilà. salée, avec... non, tu vois ce que je veux Mais dire. j'étais pas le seul, hein. Il y a Tu pisses beaucoup pas de places. l'eau salée, enfin, si j'en crois Oui, ton ça va, alimentation. Jean. Non, je déconne. Il y avait beaucoup de gens qui chialaient, donc il y aura beaucoup de places mouillées. Et la troisième petite chose qui est aussi importante, c'est différent, c'est que une émission de Radio Libertaire qui s'appelle une émission d'art, donc comme on est un peu plus sensible puisque nous-mêmes avec notre gens on parle d'art toutes les semaines, enfin on essaye en tout cas. Musard, c'est une émission qui s'appelait Musard, qui était que vous pouviez écouter, je crois, c'était 2 fois par mois ou quelque chose comme ça, tard le soir. C'était, je crois, le jeudi soir, il me semble. Le vendredi soir, oui, le vendredi soir entre 10h et minuit. Musard, Une semaine sur deux. Une semaine sur deux, c'est ça. Musard a disparu. Alors on voudrait rendre faire un petit coucou à Nathalie, qui était son animatrice, qui n'anime plus. L'émission a disparu. C'est un petit peu triste. C'est tout. Voilà, mon Jean. À vous. Un très beau titre en plus, je l'ai jamais dit, tiens. Musard, je trouvais ça superbe comme titre. Ouais. Beaucoup mieux qu'Aracaille, en fait, pour être honnête. Non, je plaisante. Je me suis dit que ce serait pas mal de temps en temps, dans notre mini-tube de Luminance, de faire un petit cours de capitalisme, tu vois, financier, non? Oh, bien ou foireux même. Non, ça sera Pour jamais être plus foireux avec honnête. toi, mon Jean. Non, mais le capitalisme Le lui-même. foireux, oui. Et là, Chiasseux, même. Oui. Non, ce serait pas mal, parce que c'est vrai qu'on entend toujours des mots barbares comme ça qui passent, et j'avais envie de fouiller un petit peu ça. Alors on va commencer par les plus foireux, hein, les fonds spéculatifs, les plus foireux, qui sont les hedge funds. T'as déjà entendu parler de ça, des hedge funds? Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? C'est pas ces fonds de pension, c'est tout. Tu vas voir, je vais te... Ouais, d'accord. Bon, en fait, on peut traduire hedge funds par fonds de couverture. Ah oui, d'accord. Hein, littéralement, hein, bien sûr. Ouais. Hein. Couverture de survie. C'est-à-dire se livrant à des placements de protection, c'est ce que ça voudrait dire normalement des fonds de couverture, hein, se livrant à des placements de protection contre les fluctuations du marché. C'est vraiment un cours de capitalisme, hein, attention. Hein. Mais je vais quand même essayer d'aller assez vite pour ceux que ça risquerait d'éloigner de leur poste de radio. Hein. Mais une telle définition, en fait, devrait en faire des fonds sans risque. Or, c'est exactement le contraire. Hein. Il s'agit de fonds particulièrement risqués, hein, beaucoup plus risqués que les fonds communs de placement, hein, par exemple, hein, car ils sont très peu, ou pas du tout, voire pas du tout, réglementés. À la différence des fonds d'investissement, tu vois, qui sont destinés, mais je mets ça quand même entre guillemets, au grand public. Les hedge funds sont destinés aux très riches, voire aux super riches, hein, qui s'en donnent à cœur joie. Je précise que l'investissement de départ est au minimum d'1 million d'euros. Oh, d'accord. Bon. Hein, tu vois, déjà voilà. Mais enfin, quand on a 1 million d'euros, on peut commencer à spéculer avec des hedge funds, c'est-à-dire on peut commencer à s'en prendre aux États, comme on a pu le voir avec la Grèce, en particulier. Hein. Une part importante des fonds peut être investie en actifs liquides ou complexes. Hein. Ils utilisent massivement, en fait, des techniques permettant de spéculer sur l'évolution des marchés à la baisse comme à la hausse d'ailleurs. Hein. Utilisation massive
de produits dérivés, de la vente à découvert et de l'effet de levier, tu vois. Ils sont peu transparents, ça c'est ce que disent les spécialistes. Moi je dirais qu'ils sont carrément opaques, et pour beaucoup, implantés dans des paradis fiscaux. Non. Si. Oh, quel... Pas la totalité, pas plus de 95%. Ah oui, là, c'est... Ah non, mais on touche le fond de la misère. Ouais. Leurs gérants y investissent une part de leur patrimoine, il faut quand même le préciser, mais enfin au-dessus d'1 million d'euros. On peut commencer à le faire sans trop d'inquiétude, et prélèvent des commissions, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, très importantes, en fonction de la surperformance du fonds. Cela les incite, en fait, à faire prendre au fond des risques de marché importants. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. En général, je sens que tu sais déjà où tu vas mettre tes économies. Oui. Mon Robert, ouais, le million d'euros que tu t'es mis à gauche. Je les mets dans ta vie de prolo. En général, les investisseurs ayant déposé de l'argent sur ces fonds ne peuvent réduire leur participation à tout moment, il faut quand même préciser, mais seulement à certaines périodes prédéterminées. Au cours des 10 dernières années, les hedge funds ont enregistré une croissance rapide, pour ne pas dire exponentielle. On estime qu'aujourd'hui, près de 10 000 hedge funds sont opérationnels dans le monde et qu'ils gèrent en globalité 1426 milliards de dollars d'actifs, tu vois, soit plus de 700% de plus qu'en 1995. D'accord, donc ça doit être un bon placement. Ouais, on sent que c'est le truc bien pourri, tu vois. Ouais. Les hedge funds représentent aujourd'hui une part significative des transactions sur de nombreux marchés, mais avec une augmentation de 700%, on l'aura compris. Autrefois petits groupes d'entrepreneurs, ils sont aujourd'hui le plus souvent de grandes institutions financières qui emploient des certaines de personnes avec pignon sur rue, tu vois. Compte tenu de leur importance croissante et de leur spécificité, les hedge funds éveillent des suspicions quant à leur capacité présumée à déstabiliser les marchés, voire à leur faire courir un risque systémique. Si ces inquiétudes sont plus que légitimes pour certains, dont nous, on est au-delà de la légitimité, les hedge funds restent néanmoins des fonds d'investissement très rentables, selon les investisseurs. Voilà. Maintenant, tu vas me dire de qui tu crois que ça vient, cette phrase-là. La théorie, je cite, la théorie des marchés efficients qui s'autorégulent. Tu connais l'autorégulation, un mythe. Qui s'autorégule n'a jamais été scientifiquement prouvée. Et on peut dire qu'elle a montré ses limites. On arrive au bout de 30 ans de vision libérale anglo-saxonne des marchés financiers. Il est à peu près minuit moins le quart, et c'est la galerie des horreurs. Alors, qui crois-tu qui vient de faire cette déclaration? Tu devrais demander à Piquet-Coup. Un économiste d'attaque? Non. T'as vu comment il présente le truc, Non. Philippe Poutou? Non, je crois pas, non. Philippe Poutou, à part le calibre 12, je vois pas. Non, pas Nicolas Sarkozy. Mais enfin, quelque part, t'es un petit peu... disons que tu chauffes, Piquet-Coup. Non, il s'agit en fait du directeur général adjoint de la bourse de New York, qui s'est livré à un implacable réquisitoire contre les hedge funds devant les étudiants de Paris-Dauphine, en particulier contre les dysfonctionnements des marchés rongés par une opacité galopante. Les hedge funds, a-t-il ajouté, c'est comme les bisons. Tu vois... Ça donne quand même une idée d'où on en est arrivé. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit un professionnel de la bourse. Exactement, mais je trouve ça toujours plus intéressant parce que ça veut dire qu'on est c'est vraiment grave, si tu veux. Les hedge funds, donc a-t-il ajouté, c'est comme les bisons. Quand un seul passe, ça va. Mais quand vous en avez 3000 qui chargent tous en même temps, les dégâts peuvent être considérables. Tout à fait. Voilà. On se souviendra en effet que lors de la crise asiatique de 1997, et je rappelle que 700%, les hedge funds ont augmenté de 700% depuis 95, on se souviendra que lors de la crise asiatique de 1997, les hedge funds ont systématiquement attaqué les banques centrales de nombreux pays, en commençant par la Thaïlande. Les dégâts économiques ainsi occasionnés ont été absolument énormes. Je sais pas si je me souviens. Si tout le monde s'en souvient, voilà. La catastrophe. Ils s'en sont pas encore remis d'ailleurs, je crois pas. Ils ne s'en sont pas encore remis. Voilà. Aujourd'hui, c'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, bien sûr, qui va arriver, mais aussi l'Angleterre, et puis l'Allemagne. Et puis ça finira par l'Allemagne. Bien sûr. Voilà, la plupart, évidemment, de ceux qui sont pas
Ils peuvent être d'ailleurs, basés d'ailleurs dans des paradis fiscaux, tout en ayant des agences aux États-Unis, par exemple. Hein, je précise. Hein. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Mais on reviendra comme ça régulièrement. C'est tout. Ça soulève quand même une question vraiment de survie pour nous tous. C'est que pourquoi ces connards-là, enfin plutôt les connards de politique qui prétendent tout diriger, ne peuvent pas stopper des mouvements comme ça qui font des dégâts aussi considérables que tu l'évoques. Une des promesses de Sarkozy, par exemple, c'était de s'attaquer aux paradis fiscaux. Oui. Voilà. On voit ce que ça a donné. Il y a quand même des gens qui vont revoter pour ce connard. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, moi? J'en sais rien. Moi, quand je regarde ça, pour moi, c'est le vide absolu. Ah oui, tout à fait. Je trouve ça vertigineux, ça me fait peur, Robert. Bien sûr, oui. Hein? Surtout de la manière dont tu l'évoques. Alors tes questions, tu te les gardes. Hey, Gustave Cousinet de Soudement Caclic, autoroute. Hey, l'argent, oui les gens. L'argent, à cause de lui, les gens n'ont plus de sentiments. L'argent nous a soumis. En nous aveuglant, l'argent nous a détruits et nous a rendus dépendants. L'argent, c'est ce que j'ai appris. Tout d'abord, le respect des gens, l'avenir de la terre. J'en mets une grosse affaire dans les mains des milliardaires qui polluent notre atmosphère. Leurs partenaires sont corrompus et les jeux forcés n'avons tout ce qu'on peut faire à coups de millions au ministère. Ils détruisent notre espace vital de manière trop brutale, exhibent leur richesse devant le peuple en détresse. Un besoin de se sentir supérieur, c'est le signe de la peur, de plus leur obéir, peur, de nous voir réagir, mettre un coup là où ça fait mal. Oh, cela fait mal, de voir l'argent tourner et des frères qui ont la dalle. Les familles opprimées doivent être notre souci principal. Plus de solidarité, oui, internationale. Quand il y aura plus de famine, là je n'aurai plus mal. L'argent retourne le cerveau, les héros deviennent faux. Admire les Russes, c'est chaud, il y a de plus en plus de charclos. Tout le voisin fait partie des clandos. L'argent pourrit les gens, le capitalisme détruit le système. Faites Babylone, Gustave Cousinet de Soudement Caclic, avec autoroute, hey, ensemble contre l'injustice. Défendre leurs intérêts, des privilèges peu justifiés, au dépens de la société, c'est l'enjeu fixé. Pas question de partager, tout ce qu'ils veulent c'est nous voir plier. Le combat ne fait que commencer. Veulent monnayer ta vie, demande pas ton avis. Que les gens sont ravis, ce n'est pas normal. Contrôler ton esprit, comment être en harmonie. Si ça se passe ainsi, Babylone s'installe. La valeur des gens est fonction de leur porte-monnaie. Voyant que par l'argent, peu importe, le sang peut couler. Beaucoup n'ont pas le temps en te voyant avec ta BM double pied. Nous faisons part de nos sentiments en espérant que les choses vont changer. L'argent, à cause de lui, les gens n'ont plus de sentiments. L'argent, oui, en nous aveuglant. L'argent nous a détruits et nous a rendus dépendants. L'argent, tout d'abord le respect des gens. On me dit que l'argent fait le bonheur. Je n'y crois pas, c'est à l'heure. Ce qui est source, c'est qui divise les gens et donne des ailes à nos dirigeants. Oh, ouais. On me dit que l'argent fait le bonheur. Je n'y crois pas, c'est à l'heure. Ce qui est source, c'est qui divise les gens et donne des ailes à nos dirigeants. Ce sont des gens très distingués qui posent leurs pions sur la rue de la paix et par leur avarice nous font subir tous les supplices. Une oligarchie à l'instinct animal veut faire de nous un peuple marginal. En finir avec la démocratie et la poésie.
les hommes, où va l'humanité? Ils nous prennent pour des pommes, à présent c'est faillabonne. Nous ne pouvons plus continuer. Pour une poignée de billets verts, ils sont prêts à tout foutre en l'air, oui. Quitte à te mettre dans la misère, leur priorité est de financer ces guerres. Voyez bien que ce n'est pas clair, la vie est de plus en plus chère, oui. Dis-moi à quoi ça sert, ces spéculations d'actionnaires. L'argent, à cause de lui, les gens n'ont plus de sentiments. L'argent, on nous a soumis, oui, en nous aveuglant. L'argent nous a détruits et nous a rendus dépendants. L'argent, c'est quand j'ai appris tout d'abord le respect des gens. C'était Oligarchie financière par le groupe Autoroutes. Autoroutes, c'est un petit groupe de Marseillais entre reggae et raga, inspiré de mélodies jamaïcaines. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la radio rebelle, sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. À Racaille, la 143e, piqué coup à la technique, notre Jean, notre hussard noir, à l'instruction artistique, qui va vous causer. Et au Hedge Funds. Et au Hedge Funds, ça oui. Oui, parce qu'il faut dire qu'il a des participations, c'est important. C'est pour ça qu'il en parle aussi savamment. Oui, mon premier million d'euros, effectivement. Non, Jean, tu nous as dit en micro qu'il fallait en avoir au moins 15 patates derrière pour pouvoir commencer. Oui, c'est ça. Donc ton premier million. Oui, ça signifie que ça commence, arrête, la porte, l'entrée commence à 15 millions. Et tu ne rachèteras pas Radio Libertaire, c'est pas à vendre. Hein. Non, ça, on préférera mourir dans le studio, mais tu ne l'auras j'espère que tout le monde aura compris que ce sont vraiment des fonds mafieux, quoi, qui autorisent en fait une poignée d'individus à s'attaquer, à agresser l'humanité, à menacer des collectivités entières, des villes, des États, voilà. Bien, mon Jean, la parole est à toi pour l'art contemporain exposé au rejet. Voilà, allez, je raccroche les wagons. Donc, hermétique de l'art, ça c'est le thème de l'émission, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Piquet-Coup va vous lire un extrait de l'art contemporain exposé au rejet, effectivement, de Nathalie Heinisch, qui est née en 1955, une grande année. Oui, ça va, mon Jean. Ah non, il ramène grande année. Non, mais franchement, c'est Narcisse. Une grande année, oui. Et puis il est grand en plus. Nathalie Heinisch, c'est une sacrée nana. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Oui, c'est normal. Ça doit être la 3e ou 4e fois qu'on lit des extraits de son travail ici. Surtout quand on est né en 55. Ouais. Alors dans cet essai publié pour la première fois en 1997 et qui est régulièrement réédité depuis, Nathalie Heinisch, qui fut disciple, je le précise, de Pierre Bourdieu. Ça fera plaisir à nos copains de Chronique Hebdo. Absolument. C'est-à-dire que Nathalie Heinisch, elle n'est pas très très connue. Pierre Bourdieu, lui, évidemment, c'est une référence immédiate. Alors en fait, dans cet essai, elle passe par une perspective compréhensive. C'est comme ça que eux-mêmes l'appelaient. Heinisch et Bourdieu, pour approcher l'art contemporain. Elle y étudie en fait les réactions du public aux œuvres et met en évidence, au-delà de la polémique, la multiplicité des arguments utilisés. Si l'esthétique, c'est assez curieux d'ailleurs, a priori, si l'esthétique est rarement mise en avant, pour ne pas dire pratiquement jamais, la morale, le patrimoine ou la signification sont le plus souvent invoqués. La polémique sur la valeur de l'art contemporain ne cesse en fait de mettre aux prises ses partisans, qui sont pour l'essentiel des professionnels de ce même art contemporain, là tu en seras d'accord avec moi ou avec elle, et des adversaires qui se réclament souvent des jugements bien sentis du grand public. Le propre de l'art contemporain d'avant-garde dans les arts plastiques est de pratiquer une déconstruction systématique des cadres mentaux délimitant traditionnellement les frontières de l'art. Ainsi se trouvent mises en évidence, par la négative, les structures cognitives du sens commun en matière d'identification des objets susceptibles d'une évaluation artistique.
Aussi, l'art contemporain constitue-t-il un terrain de choix pour observer l'articulation entre les frontières cognitives mises en jeu par l'extension de l'art au-delà de ses limites traditionnelles et les registres de valeurs plus ou moins autonomes ou hétéronomes, c'est-à-dire plus ou moins propres au monde de l'art ou au monde ordinaire. Ainsi, les situations de désaccord sur la nature des objets mettent en évidence la pluralité des registres évaluatifs dont disposent les acteurs pour construire et justifier une opinion quant à la valeur des objets soumis à leur appréciation. La disqualification par l'absence de beauté devrait à première vue être un lieu commun en matière artistique. Et on rencontre en effet des « je trouve ça moche »,« c'est laid »,« c'est pas beau », signalant un critère de jugement esthétique. Mais on trouve plus souvent une description subjective des effets produits par l'œuvre. Aucune émotion, cela me touche pas, je trouvais ça ennuyeux. Ce déplacement de l'objectif au subjectif correspond sans doute à une stratégie de minimisation du jugement lui-même, lorsque le sujet s'estime insuffisamment qualifié pour produire une évaluation objective, c'est-à-dire à la fois appliquée à l'œuvre et généralisable à l'ensemble des spectateurs. Il est moins étonnant dès lors de constater que ces jugements esthétiques, au nom de la beauté, ne se présentent qu'en nombre très limité et souvent dans la bouche des enfants. Pour que le critère de beauté soit appliqué à une œuvre d'art, il faut au moins que celle-ci soit considérée comme telle, c'est-à-dire qu'elle présente les caractéristiques canoniques d'une peinture ou d'une sculpture. Mais dès lors que celles-ci font défaut, comme c'est si souvent le cas dans l'art contemporain, le spectateur n'a que deux solutions. Soit accepter de redéfinir les frontières de ce qui est ou n'est pas artistique en les élargissant, au risque de se faire avoir, en admirant ou en acquérant des objets sans valeur, et de délaisser du même coup le travail des artistes authentiques. Soit refuser ce qui transgresse les frontières constituées par la tradition, au risque d'ignorer des tentatives que la postérité reconnaîtra comme authentiques et même géniales. C'est typiquement l'effet Van Gogh. La question pertinente n'est plus alors celle de la beauté de l'objet, mais de sa nature, artistique ou pas. Merci Piquet-Cou. Voilà. Alors elle prononce, elle dit plusieurs fois, je crois, le mot cognitif, frontière cognitive et tout. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, je crois que c'est important. C'est pas un mot très fréquent, utilisé très fréquemment, que cognitif, ça signifie en fait relatif à la connaissance. Ouais. D'accord. Mieux de le préciser. Cognitif, relatif à la connaissance. Voilà. L'art contemporain exposé au rejet a été réédité par les éditions Artem Fayard en 2010 dans la collection Pluriel. Et vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, Fille du Calvaire ou République pour les courageux. Il ne fait plus jamais d'erreur. Les gens, ils guettent. Je l'aurai un jour. Ah non. Comment que c'est déjà cette je l'aurai un jour. Téléphone de la librairie Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W librairie-publico.com. Je voudrais revenir un peu sur la fin de l'art de ce que tu as relaté le texte de Nathalie Heinisch, oui. Heinisch, pas des miches, Lénic. Bon, ouais, je sais pas comment on l'appelle. Nathalie Heinisch. Ouais. Alors, soit accepter de redéfinir les frontières de ce qui n'est pas artistique en les élargissant, au risque de se faire avoir. C'est ça que je trouve que, en admirant ou en acquérant des objets sans valeur. Non, voilà, ça c'est une démarche, je veux dire, je suis pas tout à fait d'accord, et de délaisser du même coup le travail des artistes authentiques. Ça veut rien dire non plus, pour moi en tout cas. Soit refuser ce qui transgresse les frontières constituées par la tradition, ça je comprends, au risque d'ignorer des tentatives. Non, attends, je crois que tu le lis comme un jugement de valeur qu'elle prononce. Ouais. C'est pas ça. Elle se met dans la peau du grand public, en fait, donc si le tu grand veux, public, qui a peur de se faire avoir. Il pense ça, c'est il pense que non, c'est pas comme ça qu'on doit aborder une œuvre. Oui, mais c'est un truc essentiel de considérer que les gens ont peur de se faire avoir. Je pensais que c'était et qu'ils osent, et à cause de ça, ils osent finalement assez peu donner leur sentiment réel. Ils osent même pas avoir un sentiment, forcément un sentiment réel. C'est pas facile, reconnais-le. Non, mais bien Dans sûr. les expositions d'art contemporain, je veux dire, moi-même,
je suis confronté à ça. Ouais, bien sûr. Des fois, je ne sais absolument pas quoi en penser. Voilà, c'est Absolument. tout. Mais moi, plutôt que tu sais bien comment je réagis face aux œuvres d'art, moi je privilégie l'émotion. Et s'il n'y a pas d'émotion et souvent dans l'art contemporain il n'y a aucune émotion, et ben voilà, ça me suffit. Je cherche pas à aller plus loin. Il y a peut-être des gens qui ont de l'émotion. Oui, ça, tu peux pas, oui, on peut pas bien sûr. hypothéquer là-dessus. Je suppose que ceux qui ont une émotion, ils vont y aller vers l'art contemporain, tu vois. Mais voilà, puis je trouve c'est bien pour ça que ce morceau de texte là que j'ai choisi se finit par: la question pertinente n'est plus alors celle de la beauté de l'objet, mais de sa nature artistique ou pas. Voilà. D'accord. Non. Okay. Oui, non, mais bien sûr. Non, simplement, je pensais que c'était des jugements de valeur. Non, c'est pas elle qui. Non, justement, ce qu'il y a de très fort chez cette fille, Nathalie Heinich, c'est pas parce qu'elle est née en 1955. Oui, enfin, il y a quand même. Ni même parce que c'est une femme. Oh non, alors là. Non, t'es encore moins crédible. Je te vois. Encore 55, on peut en discuter. Mais la femme, non. Là, non, genre. Non, c'est parce que justifier comme ça marche pas. Je trouve qu'elle a vraiment le ton. Oui, c'est vrai. Au contraire, non, tu vois. Moi, j'avais lu un bouquin d'elle. C'est très fort ce qu'elle fait, parce que justement, elle ne porte jamais de jugement de valeur. On voit quand même, on devine un petit peu que certains trucs la laissent absolument dubitative, ou que d'autres, ça, on le sent quand même dans ce qu'elle écrit. Tout à fait. Mais elle a vraiment la bonne distance, quoi. Ouais. Je trouve qu'elle est aussi objective qu'on peut l'être en la matière. Contrairement à l'autre pouf, là, comment elle s'appelle déjà Sourgin. Ouais, Sourgin. Christine Sourgin. Ouais, oh non, une pouf, non, tu vois. Oh, c'est une caricature, cette nana. Ah oui, elle, son travail, c'est caricatural. Voilà, c'est-à-dire que de toute façon, elle est complètement d'un côté. Il y a pas une réflexion profonde, tu vois. Nathalie Heinich, c'est vraiment. Mais je pense que pour lire Nathalie Heinich, il faut aussi lire Sourgin. Il faut les mettre en vis-à-vis, parce que là, on s'aperçoit d'un côté des bulles de savon, et puis de l'autre côté, quand même, c'est plus consistant. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Oh bah oui, normalement, on est toujours d'accord. C'était la 3e sonate pour piano de Pierre Boulez, une musique composée en 1957. Sur Arakaï, sur Radio Libertaire, mais je vais confondre maintenant Arakaï avec Radio Libertaire. C'est bientôt Arakaï qui va émettre pour Radio Libertaire. J'allais dire la voix de 100 mètres. Non. 1957, une grande année. Excuse-moi, j'ai peur d'oublier. Oui, bonjour. C'est la naissance de Francine. Ah bah oui, Francine. Francine, on te fait plein de bisous. Non, mon Jean, il en loupe pas une. S'il te cite pas au moins une fois dans chaque émission, là, et il a raison, parce que c'est parce qu'il t'aime. Enfin, c'est un vrai cœur d'artichaut, ce gars. Bon, je passe sur le blabla habituel tout de suite. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mon Jean, tu parles. Tu y tiens à Je crois que c'est pas très important tout ça, mais bon.
pour Piquet-Coup, alors, maintenant. Bah oui, puisque on a lu des extraits de l'art contemporain exposé au rejet, on va voir maintenant des cas particuliers, et on commence tout de suite avec Piquet-Coup et l'emballage du Pont Neuf par Christo. Voilà, en 1985. Oui, lui, Christo, il emballe les ponts. Il y en a d'autres qui sont pas loin de moi qui emballent autre chose. Bon. Le propre de l'art contemporain est de mettre en crise les principes canoniques qui définissent traditionnellement l'œuvre d'art. La valeur artistique étant réduite à une définition circulaire, l'art n'est rien d'autre que ce que produit l'artiste, qui lui-même ne se définit que par sa capacité à produire des œuvres d'art. Aucun exemple n'est peut-être plus significatif à cet égard que celui de l'artiste Christo, ou plutôt de l'entreprise Christo, puisque c'est le nom sous lequel est identifiée l'œuvre commune de deux artistes nés le même jour de 1935, l'une au Maroc, l'autre en Bulgarie, j'ai nommé Jeanne-Claude Denat et Vladimirov Djavachev. En réduisant son geste à l'emballement d'objets préexistants, Christo limite ostensiblement la part d'intervention créatrice et matérialise le caractère formel de l'opération artistique, comme Duchamp l'avait tenté et réussi avant lui, de manière plus radicale avec son fameux urinoir. Non content de ne rien fabriquer, il fait de l'éphémère avec des œuvres destinées à ne pas durer, ne subsistant que par le biais de photographies ou de croquis préparatoires, magnifiques au demeurant. Mais il sort aussi ses productions de leur ultime protection qu'est le musée, les rendant définitivement inexposables, et surtout, il les met à l'épreuve d'une confrontation avec les réactions du grand public, contrairement au système de provocation-récupération qui se joue d'ordinaire entre les murs des musées internationaux et les pages des revues d'avant-garde. Ce paradoxe, monumentalement incarné par l'emballage du Pont Neuf de Paris en 1985, pose le problème suivant aux spectateurs. S'agit-il ou non d'une œuvre d'art ? Pour des passants qui n'étaient pas des spécialistes en art et qui furent contraints d'adopter une posture, ce fut un vrai casse-tête ontologique. La plupart virent dans cet objet hybride, apparemment dépourvu de valeur artistique, comme de plus-value financière, une sorte de béance, un non-sens, une absurdité, un défi. Et pour cause, l'innocent, à qui l'on n'a pas expliqué les pouvoirs magiques du fabricant, juge le plus souvent que le roi est nu. Seulement voilà. Si l'œuvre est ainsi célébrée par tant d'officiels et financée avec tant d'argent, c'est forcément qu'elle existe. Presse écrite, radio et télévision ont en effet largement couvert l'opération, parfois plusieurs semaines auparavant, évitant ainsi tout de même au passage que les travaux soient pris pour une réfection du pont. C'est bien pourtant le grand public qui va assurer la transformation de l'opération en événement, en faisant du pont un but de promenade. Ce dont les riverains du Pont Neuf ne vont pas manquer de profiter. Pendant qu'un certain grand magasin déroule une immense affiche, moi, la Samaritaine m'emballe. Un bouquiniste du quai Conti, à la grande joie des passants, enveloppe sa propre chaise dans une couverture maintenue par une ficelle, l'accompagnant d'un carton sur lequel il a écrit à la main, emballé par moi-même. Ils vont donner le ton moyen des réactions, même si le bouquiniste en question avouera par la suite avoir centuplé son chiffre d'affaires habituel pendant les semaines de l'événement grâce aux cartes postales le représentant. D'autres se demanderont « Que va-t-on faire de tout ce tissu ?» quand on pense qu'il n'y a pas de scanner dans les hôpitaux. Mais malgré quelques réactions d'hostilité, le Pont Neuf de Christo n'a pas suscité d'opposition constituée, organisée, juridisée, comme ce fut le cas pour d'autres œuvres d'art de l'artiste et pour les colonnes de Buren au Palais Royal, comme nous allons en parler tout à l'heure. Voilà, merci Piquet-Coup. Donc je vous mettrai un lien sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Peut-être beaucoup moins de réactions d'hostilité que les colonnes de Buren parce qu'il s'agit d'une œuvre temporaire. Hein. Il y a aussi forcément un investissement émotionnel ou affectif qui est moins important de ce fait. Hein. Les gens savaient que ça ne durait que quelques semaines et qu'ensuite le Pont Neuf retrouverait sa, je vais pas dire virginité, mais son authenticité. Voilà, ça, c'est à mon avis une des raisons qui peuvent expliquer pourquoi on est resté vraiment dans quelque chose d'assez raisonnable, hein, même si beaucoup de réactions allaient dans le même sens. Tu te rappelles de tes propres réactions au moment
J'en ai pas eu puisque j'étais dans le sud et donc j'ai vu ça j'ai vu ça sur la presse locale, c'est-à-dire Provence, la Provence, donc la Provence pour les questions artistiques n'est pas vraiment un journal de référence. Autrement, j'étais avec les cigales. T'as pas dû bien regarder. Bon, enfin, ouais, tu te défiles, quoi. Tout à fait. Ce qui ne te ressemble pas, mais bon. non, mais parce que bon, genre, j'aurais des choses à dire, effectivement, mais bon, le temps passe et la mort vient, donc. Voilà, casse-tête ontologique. Là aussi, je précise que ontologie, mais j'ai pas trouvé d'autres mots, hein, excusez-moi. L'ontologie, c'est l'étude de l'être, hein. Donc c'est relatif à l'étude, casse-tête ontologique, relatif à l'étude de l'être, hein. D'accord. Avec un E majuscule. Accent circonflexe, si vous en avez envie. Voilà. Bien. C'était Sous les ponts de Paris, interprété par Lucienne de Lille, donc une chanson composée en 1914 par une musique de Vincent Scotto. Et à ce propos, Jean, notre hussard noir, ce qui nous instruit tous les mardis, va vous proposer une petite anecdote à propos de l'hôtel des courants d'air. Oui, parce que je conseille particulièrement la version d'Erta Kitt, une chanteuse de blues américain, de jazz, plutôt de jazz américain, qui a beaucoup d'ailleurs vécu à Paris, mais qui n'a jamais perdu son accent. Je ne fais pas référence à Jane Birkin. Erta Kitt, voilà, c'est vraiment la version que je préfère, notamment quand elle dit hôtel du courant d'air, elle dit vraiment hôtel du cul, rang d'air. Et en plus, elle marque une pause, un temps d'arrêt. Ouais. Hôtel du cul, rang d'air. Bon, je sais pas pourquoi, c'est comme les collines fessues des Pyrénées, je ne m'en lasse pas. Ouais, bon, hôtel du cul. Eh ben, à toi la main.
À moi la main. Alors, on continue, avec les colonnes de Buren au Palais Royal. Hein. Les colonnes de Buren, ouais, d'accord. Les colonnes de Buren, ouais. Si l'art contemporain est un lieu privilégié, ça tu en seras d'accord, de l'expression des opinions publiques. Hein. Ça y va, on se lâche allègrement, qu'on se place d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, hein, l'exemple le plus célèbre en France. Hein. Attention, parce que nous, on en a fait toute une histoire, mais... je crois que ça a quand même un succès international, on peut le dire, les colonnes de Buren. Hein. Je pense que c'est un... Oui, peut-être à cause de la polémique. Oui. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est sans doute l'exemple le plus célèbre en France, hein, l'affaire des colonnes de Buren au Palais Royal. Hein. Au point, mais là je vais aller assez loin, mais c'est aussi le cas de Nathalie Heinisch, elle parle aussi de cette affaire hein, dans ce bouquin-là, dont on a lu un extrait tout à l'heure, au point qu'on puisse presque la comparer, tu vois, à l'affaire Dreyfus. C'est un peu exagéré, quand même. Non, c'est vrai ? Je pense, oui, quand même. Ça, c'est bien les outrances de l'art. Mais oui, mais t'étais aussi dans le Sud à cette époque-là. Si non, j'étais pas dans le Sud. Bon. En ce sens qu'elle suscita en fait le même désaccord public, hein, massif, fortement politisé, ouais. Et même teinté d'antisémitisme. Hein. Ouais. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai, et qu'elle se termina de la même façon, hein, par la victoire du Juif sur le parti de l'ordre. Ouais. Et si ça s'est passé comme ça, tu vas voir. Ouais. Une différence tout de même de taille. Hein, il faut relativiser tout ça. Dans l'affaire Buren, l'État, dès le début, fut de son côté. Eh ben oui, c'était le commanditaire. Hein. Ouais. Elle coïncida aussi, il faut le rappeler, avec les débuts d'une cohabitation houleuse entre un gouvernement de droite et un président de la République socialiste. Enfin, socialiste, entre guillemets. Puisqu'il s'agissait de Mitterrand. Oui, même les mouches ici ricanent. Elles commencent à se réveiller. Ouais. Tu sais pourquoi il a été enterré à Jarnac ? Non. Non, mais tu vas me le dire, moi. Il n'y avait plus de place à Jean-Cul. Ok. Alors là, on est viré, là. Jean. Alors là, bon. C'est à une véritable... À ce point-là ? C'est à une véritable mobilisation qu'on va assister de l'été 1985 au printemps 1986. Ça va durer... Le plus chaud va durer pratiquement 1 an. Mais ensuite, on va voir, on verra par la suite que ça va se poursuivre. Il va y avoir comme ça des feux qui vont se rallumer de temps en temps, ayant pour but, cette mobilisation, l'annulation du projet par le biais d'associations se réclamant de la défense du patrimoine. Je rappelle tout de suite qu'à l'époque, le lieu était utilisé comme parking, ce que certains revendiqueront peut-être comme la meilleure façon de défendre le patrimoine. Je dis ça avec ironie, bien sûr. Bref, début août, les travaux commencent et le Figaro attaque aussitôt avec un article, le Figaro qui fut, je le rappelle, le journal d'Émile Zola, attaque aussitôt, non c'était dans l'Aurore, mais enfin il a écrit je crois aussi dans le Figaro, avec un article stigmatisant le nouvel envahissement du Palais Royal par l'art contemporain après celui du Louvre, où Paye à l'époque est encore en train d'édifier sa pyramide. 225 articles ont été ainsi comptabilisés sur les quelques mois que va durer la campagne, dont 45 pour le seul Figaro. Ça, c'est une vraie campagne, Robert. Tu n'as pas l'air convaincu. Mais... Si, mon Jean, mais je pense que ça méritait pas ça. Bon. Oui. Ça, c'est un autre sujet. Les politiques entrent alors dans la danse, avec une question au Parlement concernant le montant des crédits affectés et la pertinence de ce choix par rapport aux besoins d'autres bâtiments menaçant de tomber en ruine. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Oui. Le 7 octobre a lieu la présentation du projet devant la Commission supérieure des monuments historiques. Le rapporteur choisit un angle d'attaque qu'on pourrait qualifier de curieux, arguant d'un bousculement des valeurs hiérarchiques, puisque là, ce serait l'existant qui mettrait en valeur le nouveau plutôt que l'inverse. La commission le suit, puisque la séance se conclut par un vote massivement défavorable. Je crois me rappeler que les avis défavorables étaient 3 à 4 fois supérieurs aux avis favorables. C'était du genre 5 fois. Je me demande si il n'y avait pas 15 avis défavorables, 3 avis défavorables, avec le panel habituel de gens qui ne se prononcent pas derrière. Le 5 décembre, Jack Lang est à nouveau interpellé au Parlement, qui lui demande pourquoi il a décidé de donner suite au projet contre l'avis de la Commission des monuments historiques. Le ministre répond que l'avis de la Commission est dépendant de la sensibilité propre de chacun de ses membres en matière d'art contemporain et qu'elle n'a qu'un pouvoir consultatif. Là-dessus, évidemment, on peut pas en discuter. Le 15 janvier, enfin, a lieu la première action en justice
avec un recours déposé par l'association des riverains du Palais Royal, les fameux adorateurs de parking, ainsi que par la Société pour la protection de l'esthétique et des paysages de la France. Voilà, bien relayé par le Figaro, on voit que on voit à peu près, on comprend à peu près l'orientation politique des Gugus. Hein. Ouais. Au total, ce sont 8 organismes associatifs qui entrent en guerre avec le ministère de la Culture. Puis les pétitions prennent le relais, hein, qui conduisent d'ailleurs le maire de Paris de l'époque, hein, Jacques Chirac, à prendre, quand on voit ce qu'il a fait comme maire de Paris, on n'aurait pas dû l'élire président de la République, mais enfin ça... C'est pas ici qu'on dira le contraire. Jacques, donc, à prendre un arrêté interdisant la poursuite des travaux. Hein. Plus intéressant, les passants utilisent les palissades entourant le chantier comme support d'expression directe de leurs encouragements, très rares d'ailleurs, hein, ou de leurs protestations, beaucoup plus nombreuses. Hein. Le FRAC d'Île-de-France en fera même l'acquisition. Ils ont dû planquer ça quelque part, je ne sais pas où c'est. Il fallait y passer tous les jours, hein. C'était alimenté tous les jours, il y avait voilà. Les autorisations et les interdictions de poursuivre ce succès jusqu'en mars, hein, date du remplacement de Jacques Lang par François Léotard. Qui décide finalement en mai d'autoriser la poursuite des travaux, hein, qui s'achèveront ensuite sans trop de péripéties. Je dis qu'il décide finalement parce que avant il a quand même il a d'abord publié une première, enfin voilà. Bon, en juin, le Figaro va tirer une dernière salve, hein, en donnant des conseils pour détruire l'œuvre. Carrément. Hein. En 92, dans son livre Bleu, Blanc, Rouge, le Front National va stigmatiser encore le lait et la dégénérescence, je les cite, symbolisés par les colonnes « Obsession d'un artiste qui a vu trop de zèbres ». Oh bah tu vois, ça te fait marrer. Mais moi aussi. Non. On pourrait croire que le succès international fait par les promeneurs aux colonnes éteindrait définitivement la polémique, hein, mais la nécessité de les rénover, et ça tu t'en souviens, Robert, dès 2008, hein, a relancé un débat houleux, reconnaît que ça le fut, hein, puisque bien sûr. Où les mêmes arguments d'ailleurs furent... Et nous y participâmes, où les mêmes arguments furent utilisés. Hein. C'est ça qui est rigolo. Ouais. Certains allant jusqu'à justifier la destruction des colonnes, hein, par un coût moindre que celui de leur rénovation. Pas mal quand même ça, non ? Oui, pas mal. Oui. Et je rectifie, où j'étais en Provence quand ça a été érigé. Effectivement. Mais j'étais revenu quand... Mais t'étais en 2008, t'étais là, voilà, avec le magazine, on s'en rappelle, Artention, que nous avions rebaptisé Artung. Et que Jean avait rebaptisé Artung. Pour l'occasion. Oui, mais tu m'avais l'air assez d'accord. Ah oui, j'étais tout à fait d'accord. Mais je rends toujours à César ce qui appartient à César. Et ça pétitionnait. Moi, je me fous de savoir ce que les colonnes de Buren, honnêtement, ça m'empêche pas de dormir. Hein, ça ne me provoque rien. Si tu veux, je trouve simplement que les passants seuls se les sont réattribués. C'est une des réussites, hein, de l'art, en fait, quand le public se le réapproprie plus exactement. Tout à fait. Et proposer de détruire, monter une cabale pour détruire ça au nom de l'esthétique enfin bon. Oui, non, ça, moi, ces mecs-là, surtout non. Surtout quand le front entre dans la danse, là. Ouais, alors là, exactement. Là, on mélange tout. Ouais. Voilà. N'est-ce pas, Picou, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter, cher camarade? Non, mais j'étais d'accord sur le fait que ce soit réapproprié. Moi qui le traverse régulièrement, il y a toujours des gamins qui s'assoient dessus, qui jouent avec. Enfin, ça, je trouve ça assez intéressant. Exactement. Moi, j'appelle ça une réussite. Ah, voilà. Mais je ne parle pas non. Mais honnêtement... C'est du Christo permanent, quoi, parce que Christo, le public avait l'air d'aimer. C'était un but de promenade, mais c'est éphémère. Là, c'est tous les jours des gens, jouent avec l'œuvre. C'est ce que ne faut pas les œuvres muséales, quoi. C'est incontestable. Moi, je vois une jeune fille, si tu veux, en train de lire un livre, assise sur une colonne. Écoute, c'est plus une jeune fille qui posait. Non, mais tu sais très bien que t'es d'accord avec moi. J'appelle ça une réussite exemplaire. Tout à fait. Ouais. Et ça remplaça les grosses blagues sur la marée du port.
C'était le groupe Carpath qui interprétait Palais Royal, mais bon, la musique a coupé. Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, vous oubliez tout, on part à zéro. Sans Dieu, sans maître, sans pub, la radio, pas Racaille, qui lui, par contre, Racaille, qui elle est une émission rebelle parmi les rebelles. Bon, enfin. Avec Piquet-Cou, Jean et Shlomo, qui va vous causer tout de suite dans le poste d'un texte de notre Jean sur histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'art dit contemporain, j'aime bien le dit, le théâtre du monde de Ping à Beaubourg. Alors Jean m'a fait la blague tout à l'heure, évidemment, et la prochaine fois, ça sera Pong. Vous voyez, on s'amuse bien ici. Oui, le Néo. Hein. Oh. Non, mais j'en ai pas honte, voyons. C'est un beau mot d'esprit. Le 8 novembre 1994 a lieu à Paris. Vous savez, Paris, on y est en ce moment au centre Pompidou, baptisé par d'aucuns l'usine à gaz. Là aussi, ça a fait du bruit quand ça a été construit. Là, le Figaro, il a dû en mettre des couches aussi. Le vernissage de l'exposition Hors Limite, amputé d'une œuvre. Tenez-vous bien. Le théâtre du monde alors, l'œuvre amputée, c'est le théâtre du monde, de l'artiste chinois Huang Yongping, un vivarium en forme de tortue. Alors là, écoutez bien, contenant des serpents, des araignées, des lézards, des scorpions, des mille-pattes, des scolopendres, des cafards, aussi nourris, abreuvés et pouvant y circuler librement. Vous imaginez déjà la liste des bestioles, toutes très sympathiques, pacifiques, enfin bon, pas prédateurs du tout. La décision, qu'on fout ensemble, la décision de censurer l'œuvre n'a été prise que la veille au soir, après une rapide et intense campagne de mobilisation des défenseurs des animaux. Assez justifié, si vous voulez mon avis, que dit le Jean, et que je répète, même si on peut la trouver incongrue dans un pays où le commerce des animaux est autorisé bien qu'encadré. Et où on gave les oies pour faire du foie gras, etc. Oui, etc. on peut, mais on développera pas ça. Ouais, non, bien sûr. Surtout que le foie gras, c'est pas mauvais. Seule est donc exposée la cage vitrée vide, à l'exception d'un présentoir rassemblant les différents courriers de protestation reçus par le Centre Pompidou. Donc, ils ont baissé leurs culottes. Les protestataires sont d'ailleurs présents devant la cage vide pour manifester leur indignation. Oui, ils sont quand même là. Ils sont quand même là, oui. Au cas où, tu vois, ils se méfient. Ils avaient pas tort, parce que la suite le prouve. L'affaire commence, en fait, 6 semaines avant l'inauguration, par une pétition originale des agents de surveillance de Beaubourg. Là, je suis étonné quand même. Assimilant l'exposition au mieux au bon temps de l'exposition coloniale. Ça, je trouve que c'est génial. Et bon, ils sont pas si cons que ça, hein, le petit personnel de Beaubourg. Au pire, à celui du cirque romain. Je crois que c'est mieux l'exposition coloniale que le cirque romain. Oui, c'est plus fort. La direction tente alors assez maladroitement de se justifier, comme toutes les directions d'ailleurs, en arguant que les insectes présentés vont... Alors là, les mecs, cramponnez-vous. Parce que là, faut le faire quand même, à trouver un argument sérieux, comme ça. C'est leur propre terme. Oh non, écoute. En arguant ceci, que les insectes, écoutez bien, présentés, vont apprendre à se tolérer, oui, scorpions, scolopendres et compagnie, et à organiser une vie sociale. Ah non, mais c'est mort de rire. En dépit de leur nature contradictoire. Vous voyez, ils sont très contradictoires, effectivement. Ouais, ils sont tous assez carnassiers. Il s'agirait donc d'une œuvre militant pour l'harmonie entre les races et les cultures. Voyons. Non, mais il faut vraiment être con. L'avocate du centre tente également, tout aussi maladroitement, de plaider que l'œuvre de Ping, s'inscrit dans une tradition artistique orientale, au cours de laquelle sont présentés des animaux. C'est complètement vide. Ils étaient pas doués, hein. Ils avaient pas de bons avocats, quand même. Non, mais sérieux. Non, mais oui, mais alertés par la pétition des agents, plusieurs organisations pour la défense des animaux se mobilisent, dont celle de la Bardot. Et puis quand elle rentre en campagne... Brigitte Bardot. Oui. Bardot. Ouais, voilà. Ouais, c'est à peu près la seule chose bien qu'elle a fait dans sa vie. Où j'en étais donc j'étais. Coup de téléphone, téléx, courrier, menace d'action, justice et finalement référé. Toutes les ressources sont employées pour faire céder la direction. On peut ainsi vérifier, une fois de plus, la capacité de réaction immédiate sur tout le territoire dès qu'il s'agit d'animaux, alors que des humains meurent dans la rue sans soulever la moindre indignation. Et ça, on le voit tous les jours. Mais bref, ceci ne diminue en rien la légitimité de ces associations.
Non, c'est vrai aussi. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, reconnaissant qu'au regard de la loi, l'œuvre peut être qualifiée d'acte de cruauté, la direction envisage de ne monter la pièce que pour le jour du vernissage, la remplaçant ensuite par des photos. Bah oui, évidemment. Mais alors, si elle fait ça, c'est tout est foutu en l'air. Parce que ça soit un jour ou toute une expo, c'est le même trip. Hein. Mais il lui faut l'autorisation de la préfecture. Et là aussi, je suis étonné. Il y a beaucoup de sujets d'étonnement dans ce papier. Parce que la préfecture refuse l'autorisation conformément à la réglementation en vigueur pour la présentation d'animaux dans un établissement ouvert au public. La préfecture souligne également l'inadaptation de l'environnement spécifique aux espèces présentées dans un espace aussi limité, chacune ne pouvant être assurée de disposer d'un territoire propre. Bah, dis donc, la préfecture, s'ils pouvaient appliquer les mêmes consignes... C'est exactement ce qu'on pense. Oui. Tout de suite, on se dit, la vache, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont sérieux et tout ça. Ah ouais. C'est bien. Alors, on aurait signalé après, quand il y a des manifs, qui tiennent aussi compte du contexte, ça se termine pas obligatoirement par une baston des CRS, des forces de l'ordre, sur la gueule des manifestants. Ce qu'on aimerait, si tu veux, c'est voir comment la préfecture réagit à une manif d'insectes, en fait. Oui. Ah bon, on devrait tous se déguiser en insectes. Là, j'y vais avec une caméra, moi, pour histoire de... Voilà, alors, comme ils n'ont pas le territoire qu'ils devraient pouvoir occuper légitimement, la préfecture, tout en manifestant ses regrets... Non, c'est pas la préfecture. Non, c'est la direction. C'est la direction de Beaubourg se résout finalement à la censure. Moi, je pense pas que c'est une censure. C'est là le terme aussi. S'ils prennent ça pour une censure, moi, je trouve que plutôt c'est une œuvre de salubrité publique pour les insectes. L'œuvre litigieuse, j'allais dire religieuse, fera encore l'objet de protestations ou de protestations contre les protestations. Oui, ça a été le cas aussi, mais c'était marginal. Assez violente dans le livre d'or de l'exposition. Oui, là, ça mange pas de pain. Ainsi, à une visiteuse qui se plaint d'une perte de liberté... Ah, ça j'adore aussi. Ainsi, à une visiteuse qui se plaint d'une perte de liberté d'expression au profit d'une poignée d'êtres inférieurs, là, on est en plein là, Troisième Reich. L'exposition coloniale, c'est bon, là. Ah oui, bon. tout à fait, ouais. Ça, Une autre répondra, ça j'adore aussi, inférieur toi-même et poufiasse. Oh, les mémés, ça devait y aller. Un beau livre d'or, qu'on aimerait consulter à Racaille. Ah oui, c'est Vous lirez des extraits, mais on n'y a pas accès. Il est à noter que l'artiste lui-même n'interviendra jamais, mais valait mieux, dans la polémique, se contentant de répondre à une journaliste qui l'interroge qu'il n'a pas pensé à la place du public, qu'il n'a pas à penser à la place du public. Oui, ça c'est assez supportable. On peut donc aujourd'hui s'interroger sur ce qui se serait passé si la préfecture avait accordé l'autorisation demandée. Oui, on peut se le dire. Mais une baston, à mon avis. À mon avis, baston, parce que ces associations, elles ont à cœur de défendre. Bon, on peut effectivement regretter qu'elles s'occupent pas des... Par contre, c'est le boulot d'autres personnes, on va dire, de s'occuper de ceux qui meurent dans la rue, des humains qui meurent dans la rue. Ouais. Dans ce style de choses, il y a eu aussi un moment un truc qui a fait une polémique énorme. Un artiste fondu de la mouvance dite contemporaine qui voulait exposer un chien, faire mourir un chien dans une exposition. Les Allemands ont refusé, je crois qu'il y a beaucoup de pays d'Europe qui ont refusé, et il a pu faire son installation au Brésil, je crois. Et là, le chien mourait de faim en public, et il y a des photos, et les gens passaient à côté. Tu vois, comme ils passent à côté des SDF, quoi. Voilà. Ouais, c'était assez atroce. Hein. Tu sais, on en avait... Si, je me rappelle de cette histoire, mais je me rappelais pas que ça avait fini vraiment par... Ah si. Parce que moi, ça paraît invraisemblable, mais en même temps, c'est tellement incroyable que peut-être les gens pensaient que c'était que c'était un hologramme, je sais pas. Non, mais c'était assez... Non, c'est étonnant.
C'était Châtrenet qui interprétait Le Serpent qui sonne. Sur Radio Libertaire, à Racaille, avec Piquécou, Jean et Shlomo, Jean qui va vous causer tout de suite dans le poste d'exposition à aller voir absolument. Voilà. Hein? Mais comme on est un petit peu à la bourre, je vais en faire qu'une. La suivante, de toute façon, elle ne démarre que le 29, donc j'en reparlerai la semaine prochaine. D'accord, bon. Donc on va s'arrêter à Céleste Boursier-Mougenot, puisqu'il était quand même pas mal question. Boursier-Mougenot. Papy Mougenot. Ouais. Non, Céleste Boursier-Mougenot. Céleste Boursier-Mougenot qui est un garçon. Ouais, oui, bah oui. Il s'appelle Céleste. C'est pas Céleste, joli? ouais. Non, moi j'aurais C'est joli, comment, oui, j'aime bien. comment ça pense Céleste Boursier-Mougenot, Vidéodrone. Voilà, comme il était question d'art contemporain, c'est un artiste contemporain vraiment intéressant. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy dans le 5e arrondissement de Paris, c'est valable jusqu'au 15 avril. Alors en fait, ce Céleste Boursier-Mougenot, il propose des dispositifs poétiques qui conjuguent le son et le mouvement à partir de situations ou d'objets les plus divers dont il parvient à extraire en fait un potentiel musical. Il n'est pas le seul à travailler dans cette direction, mais disons que c'est un des artistes qui présente les choses les plus abouties. Alors dans la série présentée là, il utilise en fait le principe technique qui constitue un système musical dont la source sonore est l'image. La sortie vidéo d'une caméra connectée à l'entrée d'un amplificateur audio génère un drone qui module en fonction de la quantité de lumière captée par la caméra, de la luminosité, de la vitesse et de la taille des objets qui traversent son cadre. La diffusion simultanée des images, des objets en mouvement, filmés selon différents points de vue, recompose la réalité. La multiplicité et le surdimensionnement des projections empêchent alors une lecture exhaustive et plonge le visiteur dans une réalité seconde, propice à l'écoute, qui surprend. C'est ça que je trouve le plus intéressant. Voilà, c'est la surprise. J'aime toujours ça, moi. Oui, non, mais c'est vrai. Non, puis je crois que l'art contemporain, de ce point de vue-là, est assez riche, quoi. Même si des fois c'est des choses qui sont super mauvaises de mon point de vue, pas toutes, bien sûr, mais c'est toujours surprenant en tout cas. Aussi bien dans le bien que dans le mal. Bon, eh bien, écoute, oui, je vais tout de suite de Rechef de Gare vous parler des œuvres de notre chère fédération anarchiste, à commencer par Radio Libertaire, que vous écoutez en ce moment, qui a besoin de vos thunes, de votre générosité, de votre empathie, pour pouvoir poursuivre sa mission. Pardon, Jean me regarde à un regard sévère, parce qu'enfin, il peut pas en regarder d'un pied sévère, entre nous, mais bon. Par contre, son regard, quand il est sévère, il est très sévère, Et, Radio Libertaire, qui nous... Oh, pardon, excusez-moi, il y a un son qui m'a dérangé. Radio Libertaire qui a besoin de vous pour pouvoir justement animer, que nous puissions continuer à animer ces émissions en ayant une régie qui soit au top du point de vue technique. Et la technique, ça coûte cher. Et donc, on vient vers vous chaque mardi, et nous ne sommes pas les seuls, pour vous taper à la poche, au portefeuille, comme on dit. Alors, pour ça, vous avez à l'Allée Républico, 145 rue Amelot, à Paris, dont Jean vous parle tous les mardis, une carte d'auditeur de 20 € que vous pouvez demander à nos chers permanents, Laurent ou Max, quand l'un ou l'autre sont là en alternance. Voilà, ça c'est pour la radio, parce que nous sommes une petite association, nous n'avons pas de subventions pléthoriques, et sans vous, eh bien, la radio aurait une extinction de voix, qui pourrait se prolonger assez longtemps, tant qu'on n'aura pas retrouvé suffisamment de thunes pour pouvoir nous faire soigner. La librairie Publico que je viens d'évoquer, 145 rue Amelot, c'est la librairie Publico, c'est la librairie de la Fédération anarchiste, dans laquelle vous pouvez trouver toute une plein de, comment dirais-je, de livres. Je suis complètement patouillé, moi, avec ces sonneries, de livres militants, mais de livres de littérature générale aussi, de journaux militants, de fanzines, de CD, de DVD sur
des artistes qu'on aime bien, et puis aussi toute le petit bazar des librairies qui permettent parfois de boucher les trous, comme les t-shirts, des sweats, des pins, des affiches, des fly, enfin toute une série j'appelle ça un petit bazar, quoi, voilà, qui permet d'arrondir les fins de mois, parce que vous savez que les librairies en général, mais les librairies militantes en particulier, sont dans une espèce de tourmente qui risque de les enlever à plus ou moins longue échéance, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à écouler leurs petites marchandises, puisque vous êtes sollicité par des sites internet sur lesquels vous pouvez commander des bouquins, parce que vous êtes bref, vous n'avez pas le temps de bouger. Mais je vous recommande d'y aller. Une fois que vous aurez mis un pied là-dedans, vous y reviendrez régulièrement. Et c'est ça le but d'une librairie. C'est pas simplement de vous refourguer de la camelote, mais c'est aussi l'air qu'on y respire. Et vous pouvez aussi vous informer sur qu'est-ce que c'est donc que l'anarchie. Laurent Houbax, qui sont des militants et des bons, c'est-à-dire des gens qui se consacrent vraiment beaucoup de temps, à essayer de faire passer le message, seront tout à fait capables de vous le faire passer en tête à tête. Et puis le Monde Libertaire, la 3e œuvre de la Fédération anarchiste, qui paraît toutes les semaines en kiosque, dans pas beaucoup de kiosques de la capitale, mais il y en a quand même, qui est en dépôt de presse à la librairie Publico, où la librairie, quand vous y mettez un pied, vous pouvez donc vous prendre une carte d'auditeur, mais aussi vous pouvez vous abonner au Monde Libertaire. Vous savez que les journaux vivent beaucoup grâce aux abonnements, plutôt qu'à la distribution qui est un peu aléatoire. Donc vous pouvez vous abonner ou acheter le Monde Libertaire à Publico. Il y a le Monde Libertaire qui, maintenant, depuis quelques semaines plutôt, distribue gratuitement un supplément à l'édition hebdomadaire, que vous pouvez trouver dans des laveries, dans des bistrots sympas, que des militants distribuent aussi régulièrement toutes les semaines, de diverses manières, dans la rue, dans le métro, etc. Qui peut, pour les gens qui sont un peu hésitants, on s'abonne pas, qu'est-ce que c'est que le Monde Libertaire? Et ben là, vous avez l'occasion de pouvoir le consulter gratuitement, peut-être aussi en dépôt à la librairie Publico, je pense. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Le Monde Libertaire, où les articles sont toujours intéressants, ils sont des articles sur l'actualité ou des articles de fond, avec des plumes extérieures même à un autre mouvement, mais qui aiment bien écrire dans ce journal. Et je rappelle que tous ceux qui écrivent dans le Monde Libertaire le font à titre gratuit. Personne n'est rémunéré, ni les gens qui le fabriquent, ni les gens qui en produisent le contenu. Tout ça, Radio Libertaire, la librairie Publico et le Monde Libertaire, tous les gens qui travaillent là-dedans, sauf à Publico, il y a 2 permanents qui sont à mi-temps. Donc la place qu'ils ont dans les librairies Publico est toujours sujette un petit peu à discussion, puisque comme les affaires marchent pas fort, voilà. Bon, mais autrement, tout le reste, tout le monde travaille bénévolement pour la cause, mon Jean. Comme nous ici, d'ailleurs. Il manquerait plus que ce soit différent. Voilà, écoute, on a fini, mon Jean. Ouais, absolument. Alors, salut. Salut à tous. Au revoir. Et on termine en rappelant la soirée vendredi 9 mars à 19h30 à Publico. La Grèce est notre passé, elle est aussi notre avenir. Une discussion autour du livre de Yanis Youluntas, Paroles de murs athéniens. Au revoir.